Bonjour, aujourd'hui je vais faire l'analyse de ce bouquin. Alors, ce bouquin a été écrit par Stéphane Blett et le titre du bouquin c'est Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité aux éditions Contre-Culture et il a été publié en 2017. Alors, dans ce bouquin, il explique notamment qu'il y a le rite ancien et accepté qui est le plus dangereux, mais malheureusement le plus diffusé dans le monde. Et puis, il y a cette histoire que c'est assez bizarre, puisqu'en fait, le dictionnaire maçonnique explique que la franc-maçonnerie, en fait, serait ouvertement religieuse, d'après ce dictionnaire maçonnique. Et puis, à un moment donné, il explique que le rite ancien est accepté écossais. Notamment, il y a eu aux USA, euh, il expliquait que le passage du 4e au 32e degré s'opérait parfois en un seul week-end et que il y avait une sélection. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par sélection? Je ne sais pas. Je pense pas qu'il devait passer un examen et que ça s'opérait au 33e degré. Donc, ça sous-entendrait qu'il y aurait d'autres degrés. Et il explique que lui, en tant qu'artiste, a été approché par beaucoup de francs-maçons, des gens comme lui, et que, soi-disant, c'est un club de réflexion laïque et tolérant, alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas être laïque, puisque dans le dictionnaire maçonnique, il parle bien de dimension religieuse. Et ils veulent contribuer à l'amélioration de l'humanité. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par contribuer à l'amélioration de l'humanité. Et puis à un moment donné, il parle que la véritable alchimie, puisque franc-maçonnerie et alchimie sont liées, ce n'est pas de transformer du plomb en or, mais c'est un détachement des richesses matérielles et une purification du corps et de l'esprit. Euh, des richesses matérielles, vous allez voir à la fin du bouquin, à un moment donné, ils expliquent que, notamment, enfin l'auteur explique que se détacher des ressources matérielles, pour autant, pour être dans la franc-maçonnerie, il faut payer 400 balles, plus encore pour les tenues, pour les réceptions et tout le bazar, donc ça coûte très cher. Donc, se détacher des ressources matérielles, c'est quand même des bobards, en fait. Et puis, il y a cette histoire que la franc-maçonnerie serait donc fraternelle, alors que Mozart, qui fut un franc-maçon, a été pauvre et donc en gros il n'a même pas eu droit à une sépulture décente, hein, ce qui n'est pas du tout sérieux. Hein. Si c'était des gens minimum honnêtes. Alors dans le chapitre suivant, il explique notamment qu'il y avait eu dans la Révolution française les supposés républicains et d'un autre côté on avait la noblesse et des fois aussi le clergé qui ont rejoint la franc-maçonnerie. Et puis il y a aussi cette histoire que il y a les degrés maçonniques. Et dans ces degrés maçonniques, dans les tout premiers degrés, euh, il y a des messages qui changent. Ça veut dire que dans les premiers degrés, c'est LDP, et puis donc c'est liberté de passer. Et puis alors, notamment dans le troisième degré, ça devient liberté de penser. Et puis par la suite, ça devient, dans les degrés beaucoup plus élevés, ça devient lilia pedibus destru, qui signifie en latin foule au pied de lys, donc détruire la monarchie et l'Église catholique. Donc c'est très anticlérical. Euh, et puis il y a ce degré du 30e de la franc-maçonnerie, 30e degré de la franc-maçonnerie, rite ancien et accepté du chevalier Kadosh. Et dans ce rituel, il est demandé aux francs-maçons de frapper à coups de poignard une tête de mort surnommée, surmontée d'une tiare papale notamment pour signifier l'Église, le côté spirituel. Et puis nous avons
la chrétienté, représentée aussi par le roi, est ornée cette fois-ci d'un crâne avec une couronne. Et voilà. Donc c'est si la franc-maçonnerie ne se dit pas, enfin, c'est logique qu'elle est anticléricale et anti-monarchique. Puis alors, l'auteur, dans le chapitre suivant, il parle d'un Anderson et de Desaguliers. Anderson, c'est celui qui a écrit la constitution notamment des grandes loges d'Angleterre. Et ce qui se passait, c'est que il a enlevé, parce que, comme vous le savez peut-être, dans l'ancien bouquin du sang sur l'autel, il avait bien fait mention qu'il y avait à l'époque la franc-maçonnerie régulière, enfin la franc-maçonnerie opérative, qui étaient les gens qui construisaient les cathédrales, et la franc-maçonnerie spéculative, c'était les francs-maçons qui sont aujourd'hui et qui ont été corrompus, parce que la franc-maçonnerie opérative, leur tablier notamment servait à récolter les pierres, notamment au niveau des cathédrales, pour permettre aussi de mieux transporter les pierres d'un chantier à l'autre. Et donc, ces deux personnages ont supprimé la devise de fidélité à Dieu et au roi. Euh, et donc, ça prouve bien qu'à l'époque, la franc-maçonnerie, en tout cas opérative, était honnête, était droite et était intègre, et qu'elle s'est pervertie avec la franc-maçonnerie spéculative au XVIIIe siècle. Euh, Ce qui est quand même aussi assez étrange, c'est qu'ils expliquent que les Rose-Croix sont liés aux soufis. Donc le soufisme, c'est un mouvement religieux musulman. Et c'est quand même assez étrange parce qu'on aurait pu croire que les musulmans étaient immunisés aux francs-maçons, mais finalement, eux aussi, ils se font... ben, ben, ils commencent à avoir des francs-maçons qui commencent à vouloir infiltrer la religion musulmane. Euh, et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que il explique qu'il faut faire attention parce que le 18e degré du rite écossais ancien et accepté, notamment de chevalier de Rose-Croix, c'est une, il y a une différence entre le rite ancien et accepté des chevaliers du Rose-Croix et des Rose-Croix en tant que tels. Parce qu'en fait, les francs-maçons ont voulu créer leur propre ordre rosicrucien à la place des Rose-Croix, qui ne faisaient pas spécialement partie de la franc-maçonnerie, parce que les francs-maçons voulaient noyer le poisson en tentant de perdre le profane. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la franc-maçonnerie fut modifiée et donc elle passa de maçons opératifs et plutôt des hermétistes à des marchands, banquiers et usuriers, etc. Alors, il y a le nombre 33 dans la franc-maçonnerie qui est important, notamment au niveau des degrés. Et notamment, dès 1783, il y a un certain Joseph Myers qui ajouta à cette époque-là aux 8 degrés, enfin 8 degrés aux degrés existants. Et, et donc, c'est le rite dit de perfection. Et c'est pour célébrer la mort de Jésus-Christ. Ça prouve bien que la franc-maçonnerie est luciférienne et antéchristique. Euh, et aussi dans tout ce qui est le système pyramidal, dans le chapitre suivant, ils expliquent bien que pour les nouveaux convertis, frères comme sœurs, ils sont aveuglés par la secte, dans le sens, ils ne peuvent pas poser de questions, euh, ils peuvent pas poser surtout des questions concernant les degrés supérieurs. Et puis alors par la suite, il y a de l'antisémitisme. Et puis alors on arrive dans le chapitre suivant où ils expliquent bien, enfin où l'auteur explique que le mot démocratie, notamment que les élites corrompues, et je le dis bien corrompues, puisque comme j'ai déjà dit, il est nécessaire d'avoir des élites, mais qui sont vertueuses,
et aussi catholique, hein, en ce qui concerne la Belgique. Et donc aussi, le mot démocratie utilisé par les francs-maçons, c'est pour dominer l'État et la population. Euh, et puis, d'après ce que l'auteur dit, il y a un bouquin qui s'appelle Convent maçonnique de 1928, et dedans, il est mentionné, nous devons assurer le contrôle des élus politiques. Comprendra qui voudra comprendre. En 1778, il y aurait eu les, euh, les francs-maçons du rite écossais qui commençaient à voir que le grade, en tout cas de chevalier Kadosh, était extrêmement dangereux et qui risquait donc de prendre le pouvoir en franc-maçonnerie. Et en plus, on ne sait pas ce qui est advenu, mais ça prouve bien qu'il y a des luttes internes dans la franc-maçonnerie. Euh, le gros souci, c'est que aujourd'hui, il semblerait que les chevaliers Kadosh ont gagné leur pari, puisqu'ils ont réussi à infiltrer la franc-maçonnerie spéculative et la rendre encore pire qu'avant, puisqu'en gros, elle est devenue l'un des piliers, la colonne vertébrale. Puis dans le chapitre suivant, il y a la mention du 30e degré du rite écossais ancien excepté dit du grand inquisiteur, grand élu, chevalier Kadosh. Alors c'est quand même dingue les francs-maçons qui disent oui, vous voyez, l'Église catholique et l'Inquisition, alors que ils nomment un grade, un degré maçonnique grand inquisiteur. Je veux dire, il y a un petit problème là. Eux, ils peuvent utiliser certaines notions d'autres personnes et nous, on peut pas utiliser des notions des francs-macs. Enfin, c'est débile en fait. Euh, Puis, ce 30e degré du rite écossais aurait produit les Illuminés et les Carbonari. Euh, et dans ce degré maçonnique, il est vraiment dégueulasse parce que sa devise, c'est moi, rien que moi, tout à moi, tout pour moi, par tous les moyens. Telle est l'odieuse morale de celui qui ose prendre le titre de sage. Alors sage, c'est avec des majuscules, donc ça veut sûrement dire autre chose que le sage. Je veux dire, un sage, c'est une personne instruite et brave. Là, c'est tout l'inverse de sage. Donc ça prouve bien que les francs-maçons considèrent que tout ce qui est haut est bas, tout ce qui est bas est haut. Donc c'est inverser les valeurs. Et on voit bien malheureusement ce qui s'est passé depuis la Révolution française. On est dans cette morale-là. Moi, juste moi. C'est ça la société d'aujourd'hui, malheureusement. Et puis, il y a cette devise, donc INRI, qui veut dire Jesus Nazareus Rex Yadererorum, donc Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Et donc, en gros, euh, il y a notamment, ça a été repris par les francs-maçons, et il y a toute une autre signification chez les francs-macs, notamment, ça signifierait potentiellement, enfin, ils essayent peut-être, en voyant la page suivante, de peut-être comparer Jésus à Osiris, puisqu'ils disent à un moment donné, en tout cas l'auteur le dit, le signe d'Osiris assassiné. Est-ce que ça sous-entend que Osiris, qui fut notamment le dieu du soleil chez les Égyptiens, donc le dieu suprême, serait ce que les francs-maçons n'essayeraient pas de pervertir le sacrifice de Jésus sur la croix en le comparant à Osiris assassiné. Puis, dans le chapitre suivant, il est fait mention notamment d'un certain Jules Ferry, notamment c'est lui qui aurait créé l'école libre, gratuite et l'obligatoire, alors que c'est totalement faux, que ça existait déjà des écoles notamment monastiques, notamment sous Louis XIV et Louis XV, des écoles qui étaient, à la différence de Jules Ferry, pas obligatoires et pas laïques, puisqu'elles étaient tenues par des religieux et des religieuses. Le 4 septembre 1870, donc il y a eu la défaite de Sedan, et puis alors il y a eu
le Second Empire qui a été instauré. Et puis, il y a eu un gouvernement dit de défense nationale. Puis, on a remarqué que ce gouvernement qui a été nommé, il y avait 9 sur les 12 personnes du gouvernement, les 12 ministres, ils étaient tous francs-maçons. Et on peut, en tout cas, ceux dont on a la preuve d'appartenance, en tout cas. Et puis, il y a le président du Conseil, Émile Combes, qui, le 14 janvier 1905, a décidé de créer un gouvernement. 1905, loi de séparation d'Église et de l'État, et il a pris que des ministres francs-maçons. Et puis on nous dit que la franc-maçonnerie est apolitique et laïque, alors que apolitique, laïque, c'est faux, et apolitique, c'est totalement faux. Alors dans le chapitre suivant, c'est là vraiment parce qu'il y a eu l'antisémitisme auparavant, je ne dis pas le contraire, mais là c'est vraiment la totale, puisqu'à un moment donné il parle du Bnai Brit, qui dit voilà que cette secte est interdite aux goyim, donc c'est l'antisémitisme. Goy, d'après les antisémites, ce sont des gens qui ne feraient pas partie du peuple juif. Et puis il explique aussi que jusqu'en 1868, le grand président du Bnai Brit portait le titre de grand nazi. L'auteur, il a quand même un certain culot quand même de propager des fake news comme ça, puisque c'est totalement faux. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est complètement stupide. Enfin, je veux dire, un juif qui porte le titre de grand nazi, enfin, c'est un truc de dingue. L'auteur part dans un délire pas possible. Ça, c'est l'antisémitisme. Puis ensuite, il y a l'ordre du Bnai Brit. Et alors, il y a une histoire que ces statuts de 1843, je parle pas des statuts, je parle des statuts, S-T-A-U-T-T, parce que je suis un peu fatigué, donc S-T-A-T-U-T, donc les statuts demeurent introuvables. Donc le 12 septembre 1874, donc à Charleston, il y a eu un meeting, plutôt une réunion entre Albert Pike et Armand Lévy, qui serait le chef du Bnai Brit. Alors c'est quand même aussi très antisémite et très couillon de sa part, puisque Albert Pike, c'est celui qui fut le fondateur du Ku Klux Klan, qui est l'équivalent du nazisme en Amérique. Et c'est quand même fort quand même de dire oui, Albert Pike a rencontré le président du Bnai Brit. Alors c'est l'antisémitisme de l'auteur. Puis il y a la revue du Bnai Brit. En tout cas, c'est ce qu'il dit, parce que moi je n'ai pas de preuve que cette revue, enfin, je ne sais même pas, je n'ai pas connaissance de cette revue, donc c'est sûrement une théorie du complot de sa part. Et donc en fait, il mentionne que le Bnai Brit, en 1923, en janvier 1923, dans cette revue à Menorah, il aurait été dit, donc le Ku Klux Klan peut devenir un instrument de progrès et de bienfaisance utile à la fois au pays et à ses citoyens. Alors le Ku Klux Klan, c'est plutôt l'inverse. Et puis, liberté, égalité, fraternité. Alors l'auteur explique que c'est totalement faux, que notamment la liberté et l'égalité, que ça n'a rien à voir, ce sont même des choses qui sont même complètement opposées, puisqu'on a la liberté de ne pas se fondre dans la masse, et aussi on ne peut pas être libre et en même temps égaux totalement, puisque, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qui nous différencient, comme l'apparence physique, les relations, le patrimoine, etc. Puis il y a la fratrie, donc la fraternité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est sous un angle plutôt sectaire, pseudo-initiatique. Et puis, alors, il y a les profanes, donc ce seraient les gens qui ne feraient pas partie de la franc-maçonnerie. Et donc, après, il y a les initiés qui sont les gens qui sont francs-maçons et qui le sont devenus par tous les rituels. Et puis alors, il y a de nouveau l'antisémitisme avec les gentils profanes.
Et gentil, c'est comme le langage antisémite qu'il avait utilisé l'autre fois, des goïms. Des goïs, ça signifie les gentils, ceux qui ne font pas partie du peuple juif. Donc, ça prouve bien que l'auteur est antisémite. Et il parle des gentils profanes, donc il sous-entend que les francs-maçons utilisent le même vocabulaire ou très similaire aux juifs. Puis, il, il a quand même un antisémitisme. En tout cas, l'auteur avoue son antisémitisme, puisqu'il parle de la colonisation de la Palestine par les racialistes sionistes. C'est quand même scandaleux ce qu'il dit, parce qu'il ne faut pas oublier que les Juifs ont subi l'Holocauste, hein, donc ils ne peuvent pas être racialistes. Puis l'auteur, alors, il fait une genre de ligne du temps, plutôt des événements de façon chronologique, de 4000 avant Jésus-Christ. Alors là, il parle notamment que ce serait le début du calendrier maçonnique. Alors les francs-maçons essayent, puisque 4000 avant Jésus-Christ, si mes souvenirs sont exacts, ce serait d'après la Bible le commencement du monde avec notamment Adam et Ève. Donc les francs-maçons essayent de nouveau de reprendre des codes de la religion chrétienne. Et puis, 700 avant Jésus-Christ, il y a cette histoire avec les mystères d'Éleusis, qui fut notamment une cité qui était proche d'Athènes. Mystère d'Éleusis, dont Document Rare Ainiti vous a parlé dans une de ses vidéos, parce qu'il y a eu toute une série d'épisodes qui étaient... Non, c'était plutôt un film. C'était un film, Les Mystères d'Éleusis. Et alors, est-ce que cette société a survécu? Ça, on n'en sait rien. Euh, voilà. Parce qu'il y a toujours... Des fois, la réalité peut dépasser la fiction. Qui sait? Puis en 290 avant Jésus-Christ, il y a eu un certain Hermès Trismégiste qui fut le fondateur de l'alchimie moderne. Et donc, c'est lui qui a gravé, plutôt qui a écrit les tables d'émeraude. Et donc, c'est l'ouvrage fondamental des alchimistes. Et donc, il s'identifiait au dieu égyptien Thoth. Et, et en fait, ça prouve bien que les francs-maçons sont liés à l'alchimie, puisqu'il y a un rite égyptien, notamment dans la franc-maçonnerie, et Paris aurait été basé notamment, enfin son nom, notamment, comme on avait pu le voir avec Document Rare Inédit dans un de ses lives, il y aurait une histoire de lien entre Paris et Isis. Voilà. En 66 avant Jésus-Christ, il y a le début du culte de Mitra. Euh, Mitra, bonnet phrygien, qui porte un bonnet phrygien, qui a été réutilisé notamment dans la Révolution française et par la suite qui a été repris par d'autres pays qui se rebellaient. Et puis alors, à un moment donné, il parle que pour autant c'est un culte profane, un culte, si je puis dire, qui a été interdit au 5e siècle par l'Église catholique. Donc les francs-maçons ont fait de nouveau un doigt d'honneur à l'Église. Et donc, il parle qu'il y a la mort profane, et puis de renaissance spirituelle éternelle. Donc la mort profane, concernant la Révolution française, est-ce que ce serait pas un peu, c'est peut-être pour ça ce bonnet phrygien a été mis en avant, surtout durant la Révolution française. Peut-être que la mort profane, c'est peut-être la mort de Louis XVI, et peut-être après la renaissance spirituelle éternelle, c'est la franc-maçonnerie en quelque sorte qui a bâti toute son idéologie autour, après la mort du roi, qui fut le symbole de la chrétienté. Et puis alors en 1314, comme vous le savez dans le jeu Assassin's Creed, il y a notamment cette scène où on voit le roi Philippe le Bel et Clément V qui condamnent Jacques de Molay qui fut le chef des Templiers et qui fut brûlé vif. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il aurait maudit Philippe le Bel et le pape Clément V qui serait mort dans les 2 mois qui suivirent, et tous les fils de Philippe le Bel. Et ça prouve que peut-être soit c'était une malédiction, soit il y a eu des histoires d'assassinat. Mais voilà, c'est que après les gens qui ne croient pas en tout ce qui est occulte me riraient au nez, mais c'est pas impossible. En 1736, il y a eu la Suisse notamment qui a essayé de faire interdire la franc-maçonnerie, mais sans succès en fait.
Et notamment en 1744, les loges ont commencé réellement à s'implanter durablement en France, dans les grandes villes. Et puis en 1745, il y a eu des descentes de police, notamment à Montmartre, à Paris, qui est aujourd'hui un quartier de bobo-gauchistes. Et puis, malheureusement, les grands maîtres étaient des personnes intouchables, donc ça commençait à toucher les élites qui allaient potentiellement se rebeller contre la monarchie en 1789. Et puis, alors, les affaires étaient classées sans suite, ce qui malheureusement va avoir des conséquences gravissimes en 1789. Puis, en 1765, il y a un certain Grace Tilly qui fut notamment dans la loge de Saint-Jean d'Écosse du contrat social. Alors, est-ce que cette loge s'est basée sur Rousseau ou est-ce que c'est Rousseau qui s'est basé sur cette loge? Moi, je me dis que c'est plutôt cette loge qui s'est basée sur Rousseau, parce que c'est 1783, et ce serait alors logique que ça prouverait que Rousseau était alors un franc-maçon. Et cette loge était de 33e degré, et c'est quand même, c'est ça qui est très dangereux, l'un des principaux propagandistes du rite ancien et accepté écossais. Et puis alors, ce qui est quand même dingue, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, les francs-maçons, ils disent on va se battre contre l'extrême droite, alors que ils ont élu membre d'honneur suprême conseil du REA, donc je suppose c'est rite écossais ancien et accepté, Albert Pike en 1889, et comme j'ai pu le dire, c'était le gars qui a créé le KKK. Donc voilà, c'est quand même très crapuleux cette histoire. Et puis et ensuite cet Albert Pike, qui fut une ordure, a caviardé les rituels, notamment des 32 premiers degrés, en mettant des définitions dangereuses, en changeant les termes et en mettant beaucoup de mensonges. Dans le chapitre suivant, il y a de l'antisémitisme, puisqu'ils expliquent que Charles de Gaulle aurait été chassé du pouvoir parce que lui, il s'opposait au sionisme euh, par le lobby communautaire juif, comme il le dit, qui aurait été surpuissant en France dans les années 60. Et après, par la suite, il dit que lorsque De Gaulle est mort, la France a commencé à se griffer et a commencé à devenir une colonie d'élus autoproclamés. Et puis alors il explique que la preuve, alors sa preuve qui est quand même complètement, qui est sans fondement, il explique que Sarkozy et Hollande, ils vont notamment chaque année, notamment dans les dîners du CRIF. Ça veut absolument rien dire. Vous savez, il y a des gens, par exemple, qui vont inaugurer des mosquées. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont liés aux musulmans ou qu'ils sont eux-mêmes musulmans? Non, ça ne veut absolument rien dire. Euh, et puis alors, il y a cette histoire, vous voyez, ce qu'on appelle la quenelle, plus communément le salut romain aux nazis, a été repris par les francs-maçons. Alors les gens ils pourraient me dire oui, mais c'était pas seulement des Romains ou des nazis. Il y a eu d'autres moments dans l'histoire où les gens faisaient des saluts nazis. N'empêche, vu ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale et vu que les francs-maçons sont censés être contre l'extrême droite, pourquoi est-ce qu'ils reprennent un symbole d'extrême droite, enfin nazi, fasciste? Euh, et puis, alors, à un moment donné, ça prouve bien que l'auteur est antisémite, c'est que certes, George Soros, c'est vrai qu'il a financé des associations de Femen et pour déstabiliser des fois des États, parce que George Soros est de gauche, mais de là à dire que George Soros est juif et nazi, ce n'est pas possible. Soit il est nazi mais pas juif, soit il est juif mais pas nazi. Ça peut pas être les deux en fait, c'est impossible. Et puis il explique l'auteur qu'il y aurait les Femen qui auraient eu des croix gammées qui auraient été dessinées sur leur corps et elles auraient fait alors
salut nazi, alors que ça n'a aucun sens puisque les Femen sont censés être d'ultra-gauche. Les Femen sont même encore beaucoup plus extrémistes que les féministes de gauche. Et puis, il y a cette histoire de grand architecte de l'univers. Euh, et donc, en gros, les francs-maçons ne peuvent pas mentionner le mot de Dieu dans les loges, ce qui est quand même assez dingue quand on sait qu'ils disent soi-disant, vous voyez, le grand architecte de l'univers, en fait c'est Dieu, alors que c'est totalement faux. Puis il y a cette histoire de fraternelle qui serait en fait des francs-maçons qui fonctionneraient comme des lobbies et c'est très très dangereux parce que ils se situent entre guillemets en dehors des francs-maçons. Et alors il y a cette histoire de signe de détresse et c'est de lever les bras au ciel pour appeler à l'aide leurs frères et sœurs. Et c'est ça qui est très problématique, c'est que c'est pour appeler des frères ou des sœurs en difficulté. Et donc, en gros, malheureusement, c'est pour ça. Après, il y a sûrement l'influence du gauchisme qui doit être là-dedans aussi. Mais je veux dire que les francs-maçons, lorsque par exemple un juge franc-maçon voit qu'il y a un de leurs frères qui fait le signe d'appeler à l'aide, le juge doit aider un de ses frères francs-maçons à sortir de l'embarras. Peu importe ses crimes, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs. C'est du bullshit. Puis, il y a aussi cette histoire de signes de reconnaissance, notamment de la manière où les francs-maçons se serrent la main. Et on a vu notamment ça aussi avec le pape. Alors les gens pourraient se dire, mais comment ce serait possible que le pape soit lui-même franc-maçon? Ça n'a strictement aucun sens. Mais moi, je vous dis que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont expliqué que la papauté, et notamment aussi l'Église catholique en général, s'est faite infiltrer depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est pas impossible. Après, il faudrait mener son enquête pour voir les tenants et les aboutissants et de savoir si c'est de la folie ou si il y a une part de vérité. Et donc, en tout cas, ce bouquin, si je devais en dire ce que j'en pense, malheureusement, tout comme le bouquin que j'avais pu vous parler il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait le remake notamment du bouquin Du sang sur l'autel de Craig M. Bichner. Le bouquin de Craig M. Bichner avec Du sang sur l'autel était certes intéressant au niveau de la dénonciation de Crowley, des francs-maçons, de l'Ordo Templi Orientis et toutes ces associations qui gravitent autour des francs-macs, mais malheureusement, il y a énormément d'antisémitisme dans l'ancien bouquin, et dans ce bouquin, il y a énormément d'antisémitisme. C'est ça le gros souci. C'est que et les gens qui pourraient me dire, mais pourquoi tu lis alors un bouquin qui est en grosse partie antisémite si tu n'en es pas un? Mais je ne suis pas un antisémite, tout simplement parce que quand on lit un bouquin, ça ne veut pas dire par exemple qu'un droitard lit Le Capital de Karl Marx qui est communiste, et ça ne veut pas dire qu'un gauchiste lit Mein Kampf d'Adolf Hitler qu'il est nazi en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai un ouvrage ou des ouvrages antisémites que je suis antisémite. Je veux juste dire que je lis l'ouvrage pour dire voilà, il dit des conneries là 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 là, pour essayer de débunker ses arguments antisémites, même si c'est pas toujours évident. Mais n'empêche, il y a quand même une partie du bouquin qui est intéressant concernant la dénonciation des francs-maçons. Voilà. Mais malheureusement, le gars, il part dans des délires conspirationnistes avec les juifs, avec des, enfin, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Chez tous les antisémites, il y a cette histoire de complot juif, et donc l'auteur est un énorme antisémite. Voilà. C'est pas étonnant qu'il a été édité par Alain Soral, qui lui-même est antisémite. Donc j'ai déjà dit, euh, voilà, la franc-maçonnerie, ce qui parle est intéressant puisque lui-même en fait partie à un certain moment de sa vie, même s'il avait quitté cette association. Mais sinon, son message général, et ça c'est vraiment du complotisme, du vrai complotisme, hein, c'est de s'imaginer des complots partout. Euh, mais malheureusement, il y a l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, je, les deux bouquins là, je ne vous conseillerais pas en tant que tel de les acheter.
Mais si vous voulez en savoir plus sur les francs-maçons, ça peut être intéressant de les acheter, mais comme j'ai déjà dit, faites attention parce que dans ces deux bouquins, il y a des messages antisémites et des messages très 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 antisémites même. C'est pour ça que lorsque je vous avais parlé, parce que le bouquin là notamment, vous avez dit, vous pourriez me dire, mais pourquoi alors dans le bouquin du sang sur l'autel, tu n'as pas dit, voilà, là il y a l'antisémitisme, là il y a l'antisémitisme. Le problème dans ce bouquin, déjà qu'il était déjà très long, et en même temps que il y avait de l'antisémitisme et puissance 10 par rapport à ce bouquin, il y avait, c'était pire en fait que ce bouquin en termes d'antisémitisme, mais j'ai considéré que je préférais le faire à la lecture de ce bouquin, de dire faites attention à ce bouquin-là, parce que je veux dire, voilà, il faut le dire. Je préférais le dire maintenant que le dire auparavant. Voilà. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine lecture de bouquin.